Gilbert Tondeur. Cher professeur, donc j'aimerais bien en fait que vous nous parliez un peu de la question de la qualité de l'information. Parce que quand on parle de la gouvernance, tout à l'heure on a parlé même de la transparence. Donc, quand on parle de la transparence, ça ne se limite pas simplement, comme on a dit, aux conditions de recrutement et consorts, mais il y a également un sujet pertinent concernant l'information. Alors cette information-là que l'on doit rendre publique, elle doit être une information de qualité. Alors, on sait tous qu'aujourd'hui, on l'a souligné ici, les entités publiques font face de fois à des influences politiques parce que ces mandataires et consorts, je crois que les professeurs viennent de les souligner tout à l'heure, sont nommés en fait par les politiques. J'aimerais bien que vous commentiez un peu cet aspect-là et surtout que vous partagiez aussi avec nous l'expérience dans la pratique française. Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et tout d'abord, je voudrais, parce que je représente la présidente du Conseil national de l'Ordre des experts comptables français, donc vous transmettre son bonjour, son merci pour cette invitation. Évidemment, toutes nos félicitations pour ce premier congrès magnifiquement organisé. Et on espère qu'il y en aura d'autres dans le futur et qu'on pourra également y participer. Et on espère vous trouver nombreux en octobre à Marseille, puisque c'est aussi un lieu de rencontre d'ordres internationaux avec la PAFA, la FIDEF, ici représentés, nos amis belges, mais je ne vais pas citer tous les pays avec lesquels nous avons l'habitude de collaborer, et on espère que ces collaborations vont se poursuivre pour de très nombreuses années. Alors, pour venir sur le sujet, alors je vais peut-être dire un certain nombre de choses qui ont déjà été évoquées, mais tout d'abord, cette problématique est d'abord un sujet, comme l'a dit mon voisin et collègue, un sujet sociétal, et de fait un sujet moral et éthique. La morale et l'éthique, je ne suis pas sûr que ça puisse se régler d'une façon très technique et très court-termiste. Par contre, il est possible de mettre un certain nombre de mécanismes en place pour traiter de ces problèmes d'un point de vue, je dirais, managérial. On est un petit peu dans la situation, alors vous allez me dire c'est un peu iconoclaste, mais dans la situation des entreprises actionnariales où vous finissez par donner le pouvoir à quelqu'un et vous espérez que ce quelqu'un va gérer cette entreprise dans votre intérêt. Sauf que si on parle de conflit d'intérêts, c'est un petit peu étonnant de dire quelqu'un va gérer quelque chose dans mon intérêt sans qu'il y ait un potentiel conflit d'intérêts. Donc je rejoins tout à fait ce qui a été dit, qu'on se retrouve quand même en général toujours en conflit d'intérêts, ne serait-ce que parce qu'on cherche à gérer son propre intérêt. Sauf que pour les entreprises publiques, l'intérêt, c'est pas l'intérêt du dirigeant, c'est pas l'intérêt de l'homme politique, finalement, c'est l'intérêt de l'État, c'est l'intérêt de la nation, et donc c'est l'intérêt de tous les citoyens. Et donc on est sur des dimensions qui sont beaucoup plus macro et beaucoup plus long terme. Et donc, et là encore, je vais reprendre ce que disait mon voisin, parce que j'ai appris aujourd'hui que la France avait une qualité, c'était celle de respecter, ou les Français plutôt, c'était celle de respecter les lois, voilà, mieux que les Belges. Alors, pour habiter à côté de la Belgique et travailler souvent avec des Belges, j'avoue que, alors c'est peut-être votre côté flamand qui fait que vous ne respectez pas les lois, mais et beaucoup moins le côté, mais je ne devrais pas dire ça parce que mes clients sont essentiellement flamands, donc c'est pas très bien. Mais on a en fait un joker ou une carte magique pour respecter les lois en France, c'est qu'on est très imaginatif pour en créer à longueur de journée, à longueur de gouvernement. Et donc la multiplication des lois fait en sorte que, au final, ça devient très très difficile de les contourner. Et on n'est pas effectivement sur des sujets principiels en France. Et on a eu ce sujet en matière de comptabilité où, en général, dans les grands référentiels comptables, on fait un cadre conceptuel comptable et on respecte des principes. En France, on a beaucoup de mal avec ce sujet du principe et du cadre conceptuel. On a toujours besoin d'avoir des textes qui sont extrêmement précis, extrêmement infra-réglementaires en général, pour reprendre une appellation juridique, parce qu'on a besoin de savoir comment ça va se passer en pratique et en détail. Mais pour illustrer un petit peu cette situation d'imagination sans fin des Français pour créer des textes, lorsqu'on parle d'entreprise publique, c'est déjà intéressant de s'intéresser, et comme vous le disiez tout à l'heure, à ce dont on parle. Alors, je ne vais pas en faire un inventaire, parce qu'en fait, ce serait vraiment un inventaire à la Prévert, mais si on regarde un peu rapidement les différentes formes de sociétés dites publiques, vous en avez quand même 16.
Donc il n'y a pas une entreprise publique en France, il y a 16 types d'entreprises publiques différentes qui sont souvent des EPIC ou des EPA, mais vous en avez qui gèrent des sujets scientifiques, qui gèrent de la coopération environnementale, culturelle, des établissements publics de santé, des établissements publics du culte, des établissements publics médico-sociaux, des offices publics de HLM, enfin d'habitat, pardon. Vous avez des sociétés d'économie mixte, vous avez des établissements publics locaux. Enfin, je n'ai pas cité les 16, mais vous avez déjà le petit panel. Et donc, c'est une multiplicité qui pourrait laisser croire que finalement, à chaque société, il y a un mode d'organisation particulier. Eh bien non, il n'y a pas un mode d'organisation particulier ou relativement peu, parce que, pour revenir sur ce que j'évoquais et le lien avec les entités privées, c'est que je pense que l'on a fini par comprendre quelque chose, c'est que, et comme ça a été dit, les organisations privées mettent en place des mécanismes qui permettent de gérer ou de tenter de gérer ces problématiques d'intérêt peut-être plus collectif, même si ce sont ceux de l'entreprise, et de limitation des risques de conflits d'intérêts ou des sujets qu'on évoquait hier. Et donc, dans ce cadre-là, finalement, en France, on a fait en sorte que ces entreprises soient toutes gérées, si on peut dire, et que les processus de nomination, la gestion, soient relativement homogènes. Et d'un point de vue comptable, on vogue depuis une vingtaine d'années vers une harmonisation assez forte, même très forte. Et je dirais qu'aujourd'hui, la différence en termes de pratique comptable des entités publiques par rapport aux entités privées est extrêmement mince. On a en France une autorité de normalisation comptable, l'ANC, donc l'autorité des normes comptables, et on a un CNOCP qui est un organisme qui fait des normes comptables pour le secteur public. Et finalement, en dehors des organismes de sécurité sociale, par exemple, les pratiques comptables sont extrêmement proches. C'est-à-dire qu'on a basculé dans ces entités dans une comptabilité en partie double, ce qui n'était pas le cas historiquement, et on est sorti du simple domaine, je dirais, budgétaire pour aller vers des comptabilités d'engagement. Même si on a fait évoluer nos pratiques en matière budgétaire, parce que la dernière grande modification des principes budgétaires, ce qui s'appelle la GBCP en France, qui vise à faire et à donner plus de transparence à la gestion budgétaire de ces établissements, et ce qu'évoquait Christian Migan tout à l'heure, date de 2012, et la précédente modification et le précédent texte datait de 1962. Donc on avait quand même réussi à faire près de 40 ans sans modification des principes de gestion budgétaire des établissements publics. Mais comme je citais 16 entités publiques, 16 formes d'entités publiques, depuis 2001, on a connu 5 lois, en fait, qui sont venues à différents niveaux permettre d'avoir cette forme d'indépendance, cette forme d'autonomie, cette forme de contrôle et cette forme de sécurisation dans la gestion et dans le pilotage des entités publiques. On a une première, et je vous les cite très brièvement, en 2001, on a un texte qui s'appelle la LOLF, la loi organique relative aux finances publiques, qui va modifier la manière de percevoir et de présenter les comptes publics, et notamment en définissant des notions de mission et de programme. En 2011, on a une loi relative à l'équilibre homme-femme et à l'égalité professionnelle et à la diversité des membres des conseils d'administration. Alors ça, c'est extrêmement important, parce que ça veut dire que dans les établissements publics, vous n'avez pas un directeur et un ensemble de fonctionnaires nommés par je ne sais quel ministre, vous avez une diversité. Cette diversité, c'est quoi? C'est souvent un directeur général, des directeurs adjoints qui sont des directeurs fonctionnels, qui participent à ces conseils, et vous avez ensuite des représentants des grands corps de l'État, et on citait tout à l'heure les grands corps de l'État français, donc en fonction de l'activité de l'entité, vous aurez des représentants des ministères qui seront, et vous aurez des représentants des autorités de contrôle qui y participeront. Et vous aurez en général, puisque aujourd'hui on a un processus de décentralisation assez fort en France, qui fait que vous avez souvent des représentants de l'administration locale, ou vous avez souvent des représentants politiques locaux qui participent à ces organes. Et en général, vous allez me dire, ça fait quand même beaucoup de représentants locaux, mais la diversité de la vie politique française fait que, en général, ils ne sont pas toujours du même bord politique. Donc, en général, ce sont plutôt des forces d'opposition, ou ce sont plutôt des forces de contrôle implicite de l'action des sociétés publiques locales, quelles qu'elles soient. Je vous donne un exemple, parce que il se trouve que je suis commissaire aux comptes d'un certain nombre d'entités publiques. Si vous prenez un grand port maritime, par exemple, dans un grand port maritime, vous avez certes
un directeur général qui a été nommé par le président de la République, mais qui a été nommé par son ministère, parce que vous avez une obligation de compétence. Il existe un texte en France sur la conformité entre la compétence d'un directeur d'établissement public nommé, d'entité publique nommée, au regard de ses compétences, au regard de son parcours. Et donc, on ne nomme pas un spécialiste de l'aviation civile dans un musée en général. Alors peut-être dans le musée de l'air, mais en tout cas, généralement, pas au Louvre. Donc, on essaie quand même de respecter ce principe qui a été évoqué également de conformité, de cohérence entre la compétence et la mission qui est dévolue à la personne qui va occuper le poste. Et autour de ça, vous allez avoir, vous aurez un représentant du contrôle budgétaire, parce que les établissements publics sont contrôlés par le ministère du budget, donc vous avez systématiquement autour de la table, dans le conseil, un représentant du contrôle budgétaire. Vous avez un représentant de la direction des finances publiques, parce que une des particularités des établissements publics, et ça vous connaissez bien souvent dans les établissements publics, c'est la séparation entre l'ordonnateur et le comptable. Et une des particularités peut-être françaises, c'est que l'agent comptable qui est dans tous les établissements publics que j'ai cités précédemment est un agent de la Direction générale des finances publiques, qui est délégué dans l'établissement. Il est autonome parce qu'il a des règles professionnelles qui sont les siennes et qui sont totalement indépendantes de celles de l'établissement. Et donc, il doit respecter un certain nombre de procédures, un certain nombre de protocoles, sous peine d'être mis en responsabilité. Et donc, croyez-moi que lorsque vous êtes... Alors, la responsabilité, c'est quoi? Ça veut dire une sanction. Parce qu'une responsabilité sans sanction, en général, en tout cas dans notre environnement, ça n'a pas beaucoup d'importance. Donc, c'est une responsabilité et une sanction. La sanction, elle peut être disciplinaire, mais elle peut être pénale. C'est de la responsabilité financière, voire au-delà de la responsabilité financière. Et professionnel, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut être sorti de la fonction publique, en fait. Donc, ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est que, en général, ce sont des mandats à durée limitée. Un agent comptable est délégué dans un établissement public pour 3 années. Il peut faire 3 ans de plus. Ensuite, il rejoint son corps d'origine où il change d'établissement. Et en général, ce sont déjà des agents comptables, ce sont des fonctionnaires qui ont déjà des fonctions de management, de pilotage, et qui connaissent les organisations. Donc cette diversité et ces éléments de contrôle, je dirais presque internes, sont extrêmement importants à limiter le pouvoir, je dirais, d'influence externe de celui qui aurait nommé le dirigeant. Ensuite, on a eu un texte en 2012 de GBCP, de gestion budgétaire, qui, là aussi, vise à faire un lien entre la gestion budgétaire de l'établissement, donc en partie simple, de trésorerie, on va dire, et la gestion comptable, c'est-à-dire les engagements de l'entité. Et ça a été un facteur d'amélioration très net de la qualité des états financiers. Et pour revenir peut-être plus précisément au sujet, en 2016, on a une loi qui porte le nom d'un ministre des Finances, qui s'appelle la loi Sapin, il y en a même eu 2, Sapin 1 et Sapin 2, qui porte sur la transparence, la lutte contre la corruption et le code de bonne conduite. C'est-à-dire que dans ces entités publiques, en général, vous avez la création de comités. Vous avez la création de comités d'audit. Le comité d'audit, tout à l'heure, on évoquait la nomination des commissaires aux comptes. Dans les entités publiques françaises, le commissaire aux comptes est nommé par le Conseil. Il n'est pas nommé par le ministre, il n'est pas nommé par je ne sais quel membre d'un cabinet, il est nommé par le Conseil sur la base d'un appel d'offres. Donc, on est commissaire aux comptes, on répond aux appels d'offres et il y a une sélection des cabinets. Le comité d'audit veille à ce que l'ensemble des procédures d'appel d'offres soient respectées. Le comité d'audit va faire une sélection de cabinets, un classement, et ensuite le Conseil va décider de quel cabinet on va retenir. Donc, cette procédure est extrêmement bien respectée, parce que là aussi, si vous ne respectez pas les procédures et le code des marchés publics, vous risquez quand même un certain nombre de sanctions qui peuvent être assez déplaisantes pour ceux qui sont, et notamment pour le principal responsable, comme c'était évoqué tout à l'heure, qui reste quand même le dirigeant de l'entité publique. Parce que, in fine, c'est quand même lui qui est l'ordonnateur de l'entreprise. Vous avez certes l'agent comptable qui va procéder au paiement, mais l'ordonnateur reste le dirigeant de l'entité publique. Et dès lors que vous êtes défaillant dans les procédures d'appel d'offres et qu'il y a un recours, l'autorité judiciaire va porter la responsabilité potentiellement sur le dirigeant de l'entité, surtout s'il est prouvé que c'est lui qui a influencé le processus de désignation du commissaire aux comptes. Et ensuite, vous avez une ultime loi de 2019 qui porte sur la... Il faut commencer à atterrir.
Oui, Alors, sur la transformation et je vais en finir là, sur la transformation de la fonction publique et qui vise à encadrer la nomination et la mobilité des fonctionnaires qui occupent ces fonctions, ces attributions dans les entités publiques. Et j'ai un dernier sujet sur les commissaires aux comptes. C'est que vous le savez toutes et tous que lorsque vous êtes commissaire aux comptes d'une entité privée, vous avez un rapport sur les comptes annuels et vous avez un rapport sur les conventions réglementées. Le rapport sur les conventions réglementées, pour faire très très vaste, c'est quand même le rapport qui porte sur les relations que pourrait avoir économiques, financières, que pourrait avoir le dirigeant ou les membres du conseil avec l'entreprise. Et donc, potentiellement, c'est là où on se retrouve dans des situations de conflit d'intérêts. Eh bien, un des sujets qui a été mis sur la table en France, ça a été de mettre en œuvre ces processus de validation des conventions réglementées potentielles dans les entités publiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une entité publique qui contractualise avec une autorité locale et que vous avez un représentant local, un maire, un président de conseil général ou conseil régional qui est au conseil, le conseil régional a donné une subvention à l'autorité locale, vous rentrez dans le cadre des conventions réglementées. Et donc, on analyse bien quand même des processus qui pourraient être des processus d'influence, en disant je donne des subventions pour faire ceci, pour faire cela, qui ne seraient pas dans l'intérêt de l'entité, mais dans l'intérêt d'une organisation. Et ça, c'est supervisé, ça, c'est contrôlé. Vous voulez que je m'arrête? Oui, ça voilà. Faut pas atterrir rapidement. C'est bon? C'est bon. Non, on peut conclure, hein? On peut conclure rapidement. Non, alors, simplement, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que tout ça se fait sur le temps. Il y a une temporalité des textes, il y a une temporalité de mise en place des textes, et vous voyez, les premiers textes qui ont commencé à travailler sur ces sujets datent de 2001. On est en 2024, on est déjà plus de 20 ans plus tard. On est toujours en train de mettre en place un petit peu à la fois, parce que le processus, par exemple, des conventions réglementées n'existe pas encore dans toutes les entités publiques, dans la majeure partie d'entre elles, mais il y a un principe de diffusion des textes, d'adoption. Et là, pour rejoindre ce que disait Christian Migon, je pense que les experts comptables, les commissaires aux comptes, ont un rôle extrêmement important à jouer, est tellement important que, par exemple, la dernière innovation, si on peut dire française, c'est, alors que l'on a la Cour des comptes, hein, comme dans chacun de nos pays en général, les collectivités locales, aujourd'hui, leurs états financiers sont audités par un commissaire aux comptes. C'est-à-dire que la Cour des comptes intervient notamment sur la gestion de l'entité et sur la qualité comptable. Aujourd'hui, on fait intervenir les commissaires aux comptes. Et là, on a passé le stade ultime, c'est qu'on est sur les collectivités locales, on n'est plus sur des entités type EPIC ou EPA, qui ont des missions à la fois de service public, mais aussi des missions, je dirais, commerciales. On est vraiment sur des entités totalement, je dirais, collectives, sur lesquelles les commissaires aux comptes vont intervenir, et on ne considère pas ça comme étant, on considère ça plutôt comme étant complémentaire aux missions qui peuvent être données par l'inspection des finances ou à la Cour des comptes. Ok. Merci, professeur Fonder, pour votre intervention. Donc, nous avons bien compris qu'en France, en fait, on continue, même si, comme vous avez dit, il y a des textes qui ont plus de temps pour être modifiés, mais on continue, en fait, à penser à l'amélioration de la normalisation comptable des entités publiques. Et vous êtes revenu également sur les pouvoirs, en fait, qu'on accorde au conseil d'administration et surtout au comité d'audit dans les processus de recrutement du commissaire aux comptes. Donc, ça écarte un peu l'intervention du politique, ce qui est une bonne chose, et ça reste une bonne recommandation, je crois, pour un pays comme les nôtres. Et vous avez parlé également, je crois, de la représentativité, en fait, des différentes communautés, au niveau du conseil d'administration, ce qui renforce encore plus le contrôle. Et après, vous avez évoqué également la loi Sapin, et je veux être revenu sur la transparence. Donc ça, pour dire en fait que, de manière générale, je crois que tous les intervenants sont revenus sur la question de la transparence. C'est un élément qu'on doit vraiment intégrer dans la gestion de nos entités publiques.